réalise qu'il y a un saut technologique qui se produit, non plus cette fois-ci dans les relais radio, mais plutôt dans le cœur du réseau, où en gros la machine qui connecte tous les fils pour passer un coup de téléphone passe d'un système tout intégré, une boîte comme Alcatel, elle faisait des systèmes d'exploitation. C'était vraiment un contrôle complet de la pile, l'applicatif, le système d'exploitation, le hard était designé par Alcatel. Et donc là, il y a une rupture, puisqu'en fait, le hard se banalise, et il y a moyen de faire des switches uniquement avec du soft. Donc c'est des soft switch. Et c'est pas facile pour un géant comme Alcatel de développer ça. Là, c'est pas facile. J'en ai compté jusqu'à 7 des projets et des produits soft switch chez Alcatel, donc c'était possible de développer un switch logiciel. Mais en faire un qui était suffisamment disruptif pour prendre la vague, c'était visiblement très dur. Donc là, il y a une acquisition, une petite boîte texane qui s'appelle Spatial Wireless. Et en l'occurrence, c'est pour faire des switches de réseau mobile. Moi, je suis toujours dans le mobile. Je reste bien là parce que j'aime bien le côté... On t'envoie au Texas? Ah, je lève le doigt. Je me dis, bon, peut-être qu'on envoie quelqu'un. Et donc, on me dit, non mais tu rigoles. On n'est pas aux États-Unis, on va ouvrir les États-Unis. C'est une acquisition qui nous a coûté 250 millions de dollars. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je rencontre le patron des US, le patron de l'activité mobile. Et puis on y va. Donc on est en 2004. Et en 2004, je pars aux US avec ma femme, mes 2 enfants à l'époque. Et je ne sais pas ce que c'est qu'une start-up. Je ne sais pas ce que c'est que les États-Unis. En revanche, il se passe quelque chose, et ça, j'ai très envie d'en faire partie. C'était quoi, à Dallas? Oui, c'était à Dallas. Dallas, très, très gros pôle telco pour les US. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben là, il faut tout faire. Parce qu'en fait, donc Alcatel aux États-Unis, c'est une boîte qui est essentiellement dans les télécommunications fixes et qui se déplace un peu vers l'IP. Donc des acquisitions comme Newbridge, si vous avez déjà utilisé des switches Newbridge dans votre vie, ça a été acheté par Alcatel et puis des plus petites boîtes californiennes. Donc c'est une boîte qui est très très dans le fixe. Et le mobile aux États-Unis à cette époque-là, on est en fin de consolidation. Il y a encore beaucoup de petits acteurs qui deviennent après T-Mobile en se rassemblant, qui se rachètent les uns les autres, mais ça reste un marché très fractionné. Et en l'occurrence, c'est un marché où Alcatel n'était jamais rentré parce que les fréquences radio étaient différentes, donc il fallait avoir des produits différents, etc. Et donc là, on arrive, il n'y a rien. Il y a cette start-up, et il y a la grosse Alcatel, qui est une machine qui fait un business différent. Donc il y a vraiment... pour ce groupe mobile qui se monte, il y a vraiment 2 enjeux. Intégrer une start-up, ce qui est vraiment très dur, et deuxièmement, se faire sa place dans un ensemble beaucoup plus structuré. Donc je fais tout. On fait la vente, on fait l'avant-vente, on déploie, on fait le support, on fait tout. Comment est-ce qu'ils te jugent, tes patrons à l'époque? En fait... Ils te jugent sur quoi? Ils me jugent sur les résultats d'abord. Du chiffre d'affaires et de la marge. Et il me juge sur la capacité à incuber ce business à l'intérieur de la plus grosse machine. Est-ce qu'ils avaient des objectifs? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs, mais qui sont pas forcément, qui sont des objectifs qui sont différents. Il y a une approche. Les États-Unis, pour eux, c'est tiens, il y a un nouveau business qui démarre chez nous. L'objectif principal, c'est que ça ne détériore pas nos relations avec les clients existants. Le groupe mobile, au niveau mondial, qui lui fait cette acquisition, son objectif c'est de leapfrogger, c'est de prendre la vague et d'avoir un produit qui va être bien meilleur que tous les autres. Donc c'est des objectifs qui ne sont pas forcément totalement alignés, même s'il y a un endroit où on se rejoint tous, c'est qu'il y a un très très gros client qui s'appelle T-Mobile. Et T-Mobile, c'est une boîte, je pense que c'est toujours une boîte vraiment très intéressante à regarder, parce que à l'époque, T-Mobile dit, bon, moi j'ai pas de choix, il faut que je sois beaucoup plus lean, il faut que je sois beaucoup plus rapide. Et donc ils vont déployer ces technologies d'avant-garde qui ne sont pas sèches, quoi. Le produit il est vraiment pas sec. Et ils vont déployer ça tout de suite en service commercial, en sautant tout un tas d'étapes. C'est l'industrie télécom, ça peut parfois être assez conservateur dans la validation des choses, parce que c'est un service de mission critique. Et en l'occurrence, ils sautent des étapes. Il y a une grosse prise de risque. Et ça, si tu réussis, c'est fantastique. Parce que tu gagnes des cycles. Alors dis-moi, il y a quelque chose qui me trouble en t'écoutant, c'est que tu parles d'Alcatel
avec force, ça c'est ta nature, mais aussi tu racontes des choses, des succès, etc. Et puis aujourd'hui Alcatel, c'est pas ça. Ah bah oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il se passe que... C'est ta faute? Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Il se passe qu'en tech, il faut innover. Il se passe qu'en tech, il faut innover. Et que ce qui est ultra innovant à un moment est commoditisé quelques années plus tard. En fait, au début des années 2000, il y a un nouvel acteur qui débarque. Ce sont les constructeurs chinois, avec le premier d'entre eux qui s'appelle Huawei, et qui fait un travail phénoménal. Pas uniquement de commoditisation brutale. Moi, je me souviens des commerciaux qui disaient il faut 3 Chinois devant l'écran pour faire marcher le truc. Donc, on a le temps. Ils font du pas cher, pas beau. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grands patrons d'Ericsson, Nokia, reconnaissent publiquement que les meilleurs produits du marché, à la fois en coût et en capacité technologique, sont les produits Huawei. Et donc ça, c'est sur 10 ans. Ils ont complètement remodelé la chaîne de valeur. Donc on parle beaucoup des armes dont ils ont disposé, que les constructeurs occidentaux n'avaient pas, accès à des financements de fonds souverains, des choses comme ça. On parle évidemment des aspects de coût de main-d'œuvre. Enfin, in fine, ils font des produits meilleurs, moins chers, plus performants. Ils ont des ingénieurs de grande qualité. C'est vraiment des concurrents très très respectables. Et sur 10 ans, ils ont totalement modifié le paysage. C'est ça, fondamentalement. C'est ça qui... Est-ce que c'est ça qui a, non pas torpillé, mais qui a nuit à Alcatel, ou est-ce que c'est la fusion avec... ou est-ce que c'est les deux? Je pense que l'impact des Chinois sur la chaîne de valeur dans les télécoms, au moment de la fusion entre Alcatel et Lucent, la messe est dite. Et la fusion est une réaction. Donc après, on peut philosopher sur le fait que la fusion aurait pu donner un résultat différent. Mais fondamentalement, le moment où ça tape, c'est la première partie de la décennie. C'est là que ça tape. C'est à cause de cette fusion qu'on a eu Carly Fiorina chez HP. Je ne sais pas. Je ne suis pas très bon géopolitique. Encore autre chose. Bon. Alors, donc, quand est-ce que tu parles de cette envie? La fusion. Je pars des US à la fusion. C'était à quelle année? Donc c'est 2006, je crois. Fin 2006. Donc l'idée de la fusion, sur le papier, c'est de dire la plomberie, les tuyaux de télécom, a continué à vivre son bonhomme de chemin, commoditisation en cours par les Chinois, les marges s'érodent, la différenciation entre les constructeurs, elle se fera sur la valeur ajoutée service et la valeur ajoutée software, applicatif, qu'on peut mettre au-dessus. Donc ça, c'est une lecture du marché qui n'est pas très différenciée, tout le monde est à peu près d'accord. Il y en a un qui part très tôt, c'est Ericsson. C'est un travail assez... À la IBM, je me transforme en boîte d'outsourcing et ils opèrent les réseaux à la place de leurs clients. Donc un déplacement dans la chaîne de valeur qui a été pensé longtemps à l'avance et qui a bien payé. Alcatel et Lucent font un choix différent, c'est de dire on va se positionner sur une offre applicative. Donc là, encore une fois, il y a une aventure un peu risquée, tout n'est pas sûr. Et donc, je lève mon doigt, parce que j'aime bien. Et donc, le patron de cette nouvelle activité de convergence entre Internet et télécom, qui se trouve être l'ancien patron du groupe mobile, on m'emmène avec lui. Et là, je rentre en Europe, je m'installe à Anvers, en Belgique, pour gérer le business en Europe du Nord de cette division, qui est une division un peu fourre-tout, où tu trouves beaucoup de produits, certes logiciels, mais tu n'es pas dans un mode éditeur, c'est des choses qui sont très collées au produit qui est en dessous, et puis des tas de projets. Depuis, je vais faire du mobile advertising, je vais faire de la mobile TV, il y a pléthore de projets pour essayer de développer un nouveau type d'offre. Ça dure combien de temps, ça? Alors ça dure quelques trimestres, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que tu relèves le doigt une fois. Ah non, là je lève pas le doigt, je lève mon chapeau. Tu changes de doigt plutôt. Je lève mon chapeau. Non, c'est que... Mais fondamentalement, il y a deux choses dans une transition comme ça. La première, elle est construite sur une énorme hypothèse, c'est que le business de base va continuer à tourner. Et à chaque fois qu'un grand groupe veut faire une disruption, il est obligé de faire cette hypothèse. Donc il se dit, mon business de base, combien de temps il va tenir, à quel rythme, et ça va financer le reste. C'est
Les hypothèses se sont avérées incorrectes. Et il y a une deuxième énorme hypothèse, c'est est-ce que je peux vraiment me déplacer? C'est une chose d'identifier un spot, c'est une autre chose d'arriver à exister dedans. Donc il y a eu des tas de choses fantastiques et d'incubation d'idées vraiment innovantes autour de la télé mobile, par exemple. On connaît tous ce que c'est que la DSL. Quand Alcatel fait un sondage autour de 2003, ça veut dire quoi ADSL? Il y a 90% des gens interrogés dans le milieu télécom qui disent le A c'est Alcatel. Alcatel a réussi à monter cette vague. Et là il y a toute l'IPTV, je fais de la télé à travers cette boîte ADSL, personne n'y croit, Alcatel fait le pionnier. Donc il y avait des gens qui savaient faire des choses applicatives au-dessus. Donc c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de business plan, parce que même si le business plan est faux, à un moment on s'est mis d'accord, on a dit, bon bah le business de base va faire ça, le nouveau business on attend ça comme performance. Non, c'est plus compliqué que ça d'innover. Il y a une étincelle qui se produit pas. Et là, bon, bah, d'être une grosse boîte publique avec le marché qui a des attentes, bah, ça crée un étau qui est vraiment très fort. Alors qu'est-ce que tu décides de faire? Ah bah là je dis, bon, puisque c'est difficile d'innover dans une grosse boîte, je vais faire une toute petite boîte. Donc je dis, bon, de toute façon, j'ai le temps, je me sens pas insécurisé, donc je m'en vais. Donc je claque madame, je pars. Fondamentalement, ça devenait vraiment difficile de piloter, c'était des grosses équipes à l'époque, il y avait 1200 personnes dans l'équipe dont je m'occupais chez Alcatel dans le groupe Convergence, des gens qui étaient des chefs de projet, des architectes, des avant-ventes dans tous les pays du monde et qui croyaient dur comme fer qu'on allait passer le cap. Donc quand tu crois plus à ça, enfin moi ça m'a posé un problème d'intégrité et avec tout le respect que je dois aux années géniales que j'ai passées dans cette boîte, je me suis dit bah, il faut que je passe à autre chose. Notez quelqu'un qui dit du bien de son employeur. Oh bah, j'ai fait le tour du monde et j'ai appris plein de trucs. Même si c'est avéré, c'est moi qui le dis, plutôt incompétent. Ça c'est autre chose. Ouais, enfin, fondamentalement j'ai appris plein de trucs et j'ai fait plein de choses. Je refuse de... Et non, ah ouais, je peux pas. Non, je sais. En revanche, je sais pourquoi je suis parti. Ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, tu es parti. Donc, je pars, et alors là, on se retrouve à 3 anciens d'Alcatel. Je dis, bon, bah, c'est pas compliqué, quoi. Tu prends la contraposée et tu montes une boîte. Alors là, je touche le mur de mon incompétence, quoi. À 3 pour monter une boîte, et je suis sûr que dans la salle, il y a des vrais entrepreneurs qui sont capables de partir de rien. Là, moi, je vois à quel point je suis un boulet, quoi. Parce que moi, je me pose des questions. Alors, quand on sera 200, il faut bien qu'on ait pensé à ça. Parce que ce qui est très dur dans les grosses boîtes, quand on essaie de faire des choses différentes dans les grosses boîtes, ce que j'ai toujours fait, c'est qu'on n'arrête pas de se prendre des obstacles qui sont là parce qu'ils ont été érigés pour les mauvaises raisons. Donc, c'est un produit qui a été conçu pour faire un truc, on essaie de lui faire autre chose, puis on découvre des limitations bien plus tard. C'est un système informatique pour rentrer une commande. Moi, je suis très opérationnel, donc je regarde aussi les choses de ce genre. Un système informatique pour rentrer une commande où on passe 10 fois plus de temps que ça mériterait. Oui, mais le système a été conçu pour un autre truc il y a 10 ans et puis on ne l'a pas changé. Voilà, c'est ça, souvent, quand on essaie de faire des choses différentes dans une grande entreprise, il faut arriver à vivre avec ça. Alors, c'est passionnant parce qu'on transforme, on change. Mais là, je me suis dit, on va monter notre boîte, je vais designer le truc, nickel. On peut monter jusqu'à 500 millions, il n'y a rien qui bouge, les moteurs sont bons. Et bon, c'est évidemment une énorme erreur d'appréciation, mais c'est bon, quoi. C'est bon parce que tu te confrontes. C'est une boîte de quoi? Alors c'est une boîte qui fait un truc, je pense que même aujourd'hui l'histoire elle passe. Donc non, parce que le problème de ces idées c'est qu'elles vieillissent vite. Mais l'idée à mon avis elle passe toujours. Remettez-vous 5-6 ans en arrière et repensez à la place que BlackBerry a dans l'écosystème. C'est monstrueux, quoi. Enfin, moi j'étais un early adopter de BlackBerry du temps des pagers. Ces gens-là, ils ont quand même écrit une sacrée page de l'histoire des télécoms. Et il y a un truc qu'ils ne faisaient pas. Il y a un truc qu'ils ne faisaient pas et un truc qui fait 90% du trafic en Italie et 100% du trafic en Indonésie. Le BlackBerry en mode prépayé. Ça, ils ne faisaient pas. D'ailleurs, ils font toujours pas. Ben, j'ai pas d'avis là-dessus. De toute façon, ça va s'arranger. La nature est en marche. Les forces de la nature sont en marche. Et donc, il n'y a pas de BlackBerry en mode prépayé. Et donc ça, c'est une super idée.